Bienvenue à la table des co-cryptiques. Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à deux notions fondamentales qui sont piliers de nos parties de jeux de rôle, que sont le système d'un côté et la narration de l'autre côté. Ces deux éléments-là, évidemment, coexistent, travaillent ensemble, en tout cas s'expriment ensemble dans nos parties de jeux de rôle, et donnent l'allure, je dirais, donnent la figure que va prendre notre partie. La question est de savoir... quel est le rôle de chacun, finalement? Comment l'un et l'autre cohabitent? Quelle est la place que l'on doit réserver à chacun? Et aussi, comment résoudre les difficultés qui vont se poser? Vous allez voir qu'il y en a. Quant à savoir si c'est le système qui doit s'exprimer, si c'est la narration, si les deux doivent s'exprimer ensemble, bref, dans quelle étagère, comment je gère tout cela? Concernant la narration, elle a ceci de particulier qu'en partie de jeu de rôle, cette narration va finalement être le fruit de nos échanges, le fruit de notre conversation. C'est de l'échange, des interactions entre les joueurs que un récit va se construire petit à petit, il se construit au présent, et finalement ce n'est qu'à la fin de la partie qu'on pourra dire qu'une histoire s'est racontée. Notre système, il va intervenir, lui, à plusieurs égards dans nos parties de jeu de rôle. Alors déjà, en premier lieu, il va intervenir pour la création d'un vaisseau, d'un personnage, qui va nous permettre d'interagir avec l'univers. Il intervient à ce moment-là, je dirais, avant la narration, en tout cas dans la plupart des jeux de rôle. C'est pour ça que je vais isoler cette partie-là, donc cette partie du système qui sert à créer un personnage pour interagir, et on va se concentrer sur le système qui, lui, va intervenir directement dans notre histoire, dans notre narration, et quasiment tous les jeux de rôle auxquels on joue font intervenir un système pour faire avancer l'histoire, en tout cas pour déterminer le résultat d'actions qui vont être entrepris dans cette histoire, pour déterminer si un personnage rate, s'il est réussi, si un événement particulier se réalise. En tout cas, notre système va au moins servir à résoudre déjà cela. Notre système va parfois aller plus loin, et dans certains systèmes, au lieu de dire tout simplement oui-non, on va avoir une mécanique qui nous dit oui, c'est réussi, mais il y a quand même un petit inconvénient. Exemple type, tu peux avoir un système qui te dit tu as réussi à crocheter cette serrure, un système qui te dit tu as réussi à crocheter cette serrure, mais tu as fait du bruit, donc il va explorer un petit peu plus loin. Donc on est déjà là dans un système qui apporte une certaine couche de narration, d'accord, supplémentaire que de simplement oui-non. Et des systèmes vont même aller encore plus loin en proposant, eux, des situations nouvelles au sortir d'un jet de dés. Va proposer tout simplement une direction particulière à l'histoire, une nouvelle situation. Je prends l'exemple d'un jeu de rôle dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps sur la chaîne, Fallen Blades Endless Star, superbe jeu de rôle de Kobayashi en format à imprimer soi-même à 9 €. Voilà, ça bat toute la concurrence. Enfin, toute la concurrence, je sais pas, mais en tout cas, c'est énormément digne d'intérêt et c'est très intéressant. Je vous invite à regarder cette vidéo et à jeter ce projet-là. En tout cas, ce système-là, lui, va aller peut-être encore un peu plus loin, selon moi, puisqu'il va vous dire, exemple type, on est dans un univers space opéra, vous ratez votre saut spatial, eh bien, jetons un dé pour déterminer sur une table aléatoire, et c'est souvent par ces tables-là que le système va être narratif, pour voir ce qu'il se passe. Eh bien, il se trouve que votre saut spatial est raté, et vous atterrissez au milieu d'une flotte pirate. Bon, là, on peut dire véritablement que notre système a un impact fort sur la suite de l'histoire. Donc, notre système, du moment où il résout une action, simplement en disant c'est réussi ou raté, ou en allant jusqu'à tout simplement, comme le propose Kobayashi dans son jeu de rôle, à la proposition d'une orientation de l'histoire, véritablement un game changer dans ce qui est en train de se raconter, notre système influe sur l'histoire. On est bien d'accord là-dessus. La question maintenant va être de savoir quelle place on va lui réserver à ce système dans nos parties de jeu de rôle, et finalement aussi les endroits où, comme je l'ai dit en introduction, il est plus délicat d'intervenir, ou en tout cas, il est plus difficile de déterminer s'il doit ou non s'exprimer, et jusqu'où ce système doit s'exprimer. Puisque si le système s'exprime, c'est peut-être au détriment de la narration. Le système peut-il s'exprimer en même temps que la narration, parce que peut-être qu'il ne dira pas la même chose que ce que la narration cherche à raconter. Donc voilà les difficultés dans lesquelles
auxquels on peut se confronter, et que je vais tenter, essayer de résoudre un petit peu, en tout cas, moi, comment j'appréhende ces difficultés-là, comment j'analyse ce sujet-là, et quelle part je réserve à chacun. Histoire, c'est-à-dire narration, et place du système là-dedans. Finalement, en jeu de rôle, on pourrait se dire, quid du système? Est-ce que j'en ai véritablement besoin? Il y a même des jeux de rôle qui s'en départissent complètement, et qui disent, pas besoin d'un système, faisons confiance au bon sens, par exemple. Bon, alors c'est pas une école dont je suis extrêmement fan, vous allez comprendre pourquoi dans mes développements, mais en tout cas, le système, on peut déjà se poser la question de savoir est-ce qu'il a véritablement à intervenir dans nos histoires, et quel est l'intérêt finalement d'un système dans, je dirais, la narration, puisque pourquoi finalement ne pas se contenter de nos conversations et de nos échanges pour vivre une partie de jeu de rôle, raconter une histoire ensemble, de manière collaborative, et puis prendre du plaisir. Alors évidemment qu'on le peut, mais je pense que c'est se priver, à mon avis, d'une grosse partie des sensations que d'amputer complètement le système. Alors pourquoi? Pour moi, le système, déjà, il y a la notion jeu de rôle, la notion jeu. Un système, c'est fun, c'est pas forcément une contrainte. Un système peut devenir une contrainte lorsqu'il est lourd à gérer, mais un système peut être très amusant aussi à émuler tout simplement dans la surprise qu'il peut créer et l'incertitude qu'il crée. Tout simplement parce que un système, c'est un jeu. Quand on fait du jeu de rôle, n'oublions pas qu'il y a la dimension jeu. Et je trouve que c'est se couper de cette dimension jeu que de finalement être uniquement dans la narration, la conversation, sans finalement implanter des petites mécaniques qui peuvent être très intéressantes, comme gérer des ressources, comme déterminer si une action est réussie ou pas avec notre personnage, sachant que il y a une dimension jeu. J'ai investi des points de force dans mon personnage, c'est bien pour qu'il ait davantage de chances de réussir des épreuves de force. Donc et finalement j'emprunte la voie de la force plutôt qu'une autre voie pour essayer d'obtenir satisfaction. C'est un pari que je fais, je jette des dés pour voir si c'est réussi, raté. Donc il y a une sorte de plaisir ludique qu'on va retrouver là-dedans. Autre chose aussi, l'attention. Un système de résolution est aussi vecteur de tension, et la tension est captivante, parce que la tension, elle va venir du hasard, de l'incertitude, et cette incertitude-là, elle a une force fondamentale. C'est captivant, quoi qu'on en dise. Regardez comment se comporte une table de jeu de rôle quand on est à une situation critique et que c'est un jet de dés qui va finalement permettre de résoudre ou pas cette action. Évidemment que c'est captivant. On a tous vu et on a tous vécu des scènes à nos tables de jeux de rôle où finalement ce jet de dés-là était fondamental. Et est-ce que si on avait amputé cette scène de ce jet de dés-là, est-ce qu'on aurait eu un souvenir aussi mémorable? Est-ce que la tension aurait été aussi palpable? Est-ce que le souvenir aurait été aussi fort? Je ne crois pas. Donc notre système est quand même vecteur d'énormément d'adrénaline à partir du moment où j'en remets à quelque chose qui nous échappe à nous, à la table, nous joueurs et nous maîtres de jeu. Il nous échappe de savoir si le système va se prononcer en faveur, en défaveur, qu'est-ce que ce système va nous dire, qu'est-ce que le hasard va nous raconter. Autre couche encore, et pourquoi le système, à mon avis, est intéressant, c'est qui dit système dit aussi existence de lois, je dirais presque physiques. C'est aussi la suspension d'incrédulité dont va avoir besoin un univers aussi pour être crédible. Si un univers n'existe par aucun système, ça veut dire que l'on va s'en remettre uniquement au bon sens ou parfois aussi, tout simplement, à l'acceptation du meneur qui va devoir juger si, finalement, dans cette situation, j'estime que l'histoire va être en ta faveur, que la suite des événements va être en ta faveur. Bon, ok, sauf que là, l'univers n'existe que dans une toute petite chose qui est la boîte crânienne du MJ, quoi. Et je trouve que c'est ne plus faire exister l'univers, c'est se priver d'un univers, puisque l'univers n'existe pas en ce que, pour ma part, c'est peut-être un peu philo ce que je vais dire, c'est peut-être un peu aller loin, mais cette chaîne, elle sert à ça, elle sert à se prendre le cerveau sur des trucs comme ça, c'est là où c'est intéressant pour moi. Finalement, si l'univers n'existe que dans la tête de mon meneur, ça lui donne peu de force, c'est un petit univers, je trouve. Alors que si finalement l'univers existe au-dessus du meneur de jeu, et c'est ce que le système, je dirais, nous rappelle, c'est-à-dire que le maître de jeu ne sait pas ce que va répondre l'univers à ce que tu es en train d'entreprendre. Le meneur, lui, va tout simplement d'un seul coup prendre davantage la place d'un arbitre,
certes d'un conteur, hein, pour moi c'est pas indissociable, hein. Il peut continuer à être force de proposition d'une histoire, d'une situation, mais se mettre en retrait, et puis c'est les lois de l'univers qui vont apporter la réponse. Et vous voyez les mots que j'invoque, loi de l'univers, on parle de quelque chose de grand, de quelque chose qui nous dépasse, et c'est donner force et justice et crédibilité à cette chose-là qui nous dépasse, l'univers, que tout simplement de se remettre à un système pour qu'il s'exprime. Vous voyez? Donc c'est en ça que je trouve ça très intéressant. Donc cette suspension d'incrédulité, pour moi, elle est grandement servie tout simplement par le fait qu'un système existe. Autre raison fondamentale pour laquelle il est important, à mon sens, que notre système s'exprime, c'est pour éviter tout simplement l'omnipotence du maître de jeu. Alors, c'est pas le cas de tous les meneurs, effectivement. Il y a beaucoup de meneurs qui feraient, je pense, une utilisation très intelligente, très réfléchie de leur pouvoir narratif. Mais pour autant, ça permet effectivement de résoudre le problème de meneurs qui seraient peut-être un petit peu trop pro-MJ et pas forcément, au service des joueurs. Alors, je vous dirais en premier lieu, ne jouez pas avec eux. D'accord ? Puisque un meneur qui a tendance à oublier que les héros de l'aventure, ce sont les personnages, que ce qu'on raconte, et ce qui est intéressant de raconter, c'est l'histoire des personnages autour de la table, et pas son histoire ou l'histoire d'un univers qu'il a fantasmé tout seul dans son coin, je vous dirais, la première chose à faire, c'est tout simplement de ne plus jouer avec ce meneur de jeu. Mais pour autant, on pourrait se dire, mais oui, mais entre les mains d'un meneur consciencieux, d'un meneur intelligent, d'un meneur juste et sage, quel intérêt du système ? Eh bien, je vous dirais tout simplement, encore une fois, il n'en demeure pas moins que j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est tout simplement rendre force à l'univers. D'accord ? À quoi bon le meneur qui va vous dire, de toute façon, fais-moi confiance, je fais les jets de dés derrière l'écran, mais vous savez, je vous annonce le vrai résultat. Mon œil, évidemment que s'il fait les jets de dés cachés, c'est bien pour garder la maîtrise sur l'univers. Et je trouve que là, c'est aller trop loin pour le meneur, puisque les joueurs vont tout simplement, et je l'ai déjà dit dans des vidéos, comprendre que ce n'est plus leurs actions véritablement et ce qu'ils entreprennent et leur intelligence qui va être récompensée, puisque le meneur pourra, à partir du moment où il cache les résultats, influencer, diriger l'histoire. Du coup, vous verrez que vos joueurs vont s'en désintéresser de manière naturelle. Pourquoi ? Parce que vous leur ôtez leur pouvoir quand vous cachez des jets de dés. Vous ne leur rendez pas service. Cacher les jets de dés d'une adversité en face d'un joueur, c'est dire à un joueur, finalement, ce que tu entreprends, tu n'auras jamais la certitude que c'est tes actions, ton intelligence, ce que tu as entrepris, qui a permis de faire évoluer le scénario. Peut-être que moi, derrière mon écran, j'ai fait que l'orque que tu as combattu, finalement, il s'est couché au 4e round parce que j'avais pas l'intention de te faire trop mal, parce que t'es le héros de mon histoire. Mais moi, en tant que joueur, ça me fait pas rêver. J'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie d'avoir mis à plat ton orque en combat à la régulière. Donc, on va jeter les dés face à face. Au meneur, après, à créer des situations intelligentes et surtout aux joueurs de faire preuve de l'intelligence nécessaire pour prendre le dessus, d'accord, dans cette narration et de maîtriser le hasard. Et comment on maîtrise le hasard ? Tout simplement en remplissant des conditions qui vont faire que je vais être, moi, joueur, en position favorable. Si j'ai tendance à être plus fort que intelligent, j'aurai tendance, en tant que joueur, à essayer de résoudre mes différends par la force plutôt que par l'intelligence. Et puis si en plus, dans l'histoire qu'on est en train de se raconter, j'ai pu faire le nécessaire pour me mettre en situation avantageuse, que ce soit sur le terrain, que ce soit en ayant des renforts, que ce soit en ayant une arme plus puissante que mon adversaire, ou en ayant découvert un point faible, c'est là que doit se jouer, je dirais, l'équilibre du jeu de rôle, sûrement pas dans des tables, n'est-ce pas, type Donjons et Dragons, qui vous disent que si vous combattez tel monstre, il faut qu'il soit équilibré avec votre groupe de joueurs. Oui, ça c'est intéressant quand vous mettez 2 tableaux Excel l'un en face de l'autre et que vous les faites combattre. C'est un aveu considérable d'échec, et puis c'est remettre les piques dans un tiroir que de faire un jeu de rôle dans lequel vous nivelez. Parce qu'évidemment, on va sûrement pas faire combattre David contre Goliath. Non, dans Donjons et Dragons, vous ne ferez pas ce combat. Pourquoi vous ne ferez pas ce combat ? Parce qu'il n'est pas équilibré. Sauf que moi, j'ai envie de raconter le combat David contre Goliath, parce que ça, c'est épique. Bref, j'ai débordé un peu du sujet. Revenons à notre place du système. Donc, voilà, système aussi important qu'il existe pour tout simplement éviter que ce soit le MJ qui soit en charge de ces choses-là, et que l'univers s'exprime tout simplement parce que les victoires seront plus belles. Maintenant, la vraie question
c'est tout simplement, et les vrais enjeux, ils sont où selon moi? Ils sont dans la place que va prendre le système et la place que va prendre la narration. Dans quelle situation, à quel moment l'un doit s'exprimer plus que l'autre? Est-ce que les deux doivent s'exprimer ensemble? Est-ce que l'un doit se faire oublier au profit de l'autre? Et comment je résous aussi des cas où parfois les deux peuvent dire des choses différentes, ou en tout cas être tentés de dire des choses très différentes. Voilà, c'est là où se situent les véritables enjeux. On va pouvoir déjà résoudre une partie de notre problème en considérant que sur des événements, des actions, des interactions pour lesquelles le résultat est un petit peu plié d'avance, où il n'y a pas d'enjeu, où on sait véritablement sans jeter les dés qui va gagner, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il y a véritablement intérêt à jeter les dés? D'accord? Si demain vous me dites tiens, attention, tu sors de chez toi, il a plu très fort et tu as une rigole d'eau entre le trottoir et la route sur 50 cm, fais-moi un jet de saut. Bah non, on va pas faire un jet de saut, 50 cm, moi, tout athlétique que je suis, je vais les sauter, d'accord? Si demain vous avez un bras de fer qui s'organise entre Arnold et Arnold, alors Arnold Schwarzenegger de Terminator, d'accord? Et Arnold de Arnold et Willy, d'accord? Bon, on va pas jeter les dés. On sait très bien qu'Arnold de Terminator va péter le bras de Arnold et Willy en deux. Voilà, c'est plié d'avance. Donc, il y a des situations où le jet de dés n'a pas d'intérêt. Et les jeux de rôle ne cessent souvent de le rappeler. Alors, c'est une ligne noyée dans le reste du texte, mais cette ligne, elle est fondamentale. Pas d'enjeu, pas de jet de dés. À quoi bon? Et déjà, on va gagner pas mal de temps sur beaucoup de situations. On va pas tout résoudre avec les jets de dés. À partir du moment où l'issue est incertaine, là, le jet de dés devient intéressant, justement pour que l'univers s'exprime. Alors, je sais que certains disent, ok, si tu fais intervenir le jet de dés, ça veut dire que tu remets la suite de ton histoire au hasard. Je dirais oui, mais attention, hasard maîtrisé. Et c'est tout l'intérêt du jeu aussi. C'est pour celui qui va jeter les dés de se mettre dans une situation où ce jet de dés soit à son avantage. D'accord? Si le résultat est incertain, je m'en remets à un jet de dés. C'est donner force à l'univers. Cela ne veut pas dire que ce jet de dés, il est pile ou face, d'accord? Je peux avoir énormément de chances qu'il soit en faveur d'un camp plutôt que l'autre. Et c'est d'ailleurs tout ce qui va être intéressant en jeu de rôle. C'est peut-être de se mettre en tant que joueur dans des situations où je vais imposer mes forces, ne pas engager mes faiblesses, et réunir les conditions nécessaires pour avoir plus de chances de réussir mon jet de dés, connaître le point faible de son adversaire, prendre une position stratégique, avoir des informations qui me permettent dans l'intimidation d'appuyer mon intimidation avec des documents, des preuves, d'accord? Voilà, toutes les choses qui vont pouvoir faire basculer la situation à son avantage. Donc c'est aussi, quelque part, invoquer une dimension jeu très intéressante qui est et comme dans la vie de tous les jours, comment je fais pour me mettre à mon avantage, pour progresser, pour avancer, comme on le fait tous dans la vie de tous les jours, d'accord? Quand je fais mon CV, qu'est-ce que je mets dans mon CV pour obtenir cette offre d'emploi? Quels arguments je vais mettre en avant, d'accord? Comment je vais faire quand je suis sur un terrain de foot pour gagner le match? Bon, je sais qu'en cardio, je suis pas très bon. Par contre, pour être un peu vicelard et faire des tacles glissés et blesser les joueurs, c'est mon domaine, ça je sais bien faire, tu vois? Bon, voilà, je vais peut-être pouvoir gagner le match en cassant la jambe de certains joueurs. Je compte sur mes forces, voilà. Eh bien, je trouve que c'est intéressant d'invoquer ça en jeu de rôle, et c'est parce qu'il y a une mécanique de résolution, et donc un hasard que je vais invoquer, qu'il va être intéressant pour moi, joueur, de réunir les conditions nécessaires pour me mettre dans un jet de hasard maîtrisé, dans lequel je vais avoir les meilleures chances de réussite. Donc, là, je dirais que le jet de dés va être intéressant. D'accord? Et là où il va être intéressant, c'est notamment dans des systèmes où, déjà, je vais le jeter et puis on va faire que, en tout cas les joueurs devront faire que, et ce sera tout l'intérêt, je dirais, de leur engagement, de faire que ce jet de dés soit dans des conditions avantageuses pour eux, avec de forts pourcentages de réussite. Et puis, je vais avoir aussi la possibilité d'ajouter de la granulosité dans ces jets de dés. On a bien souvent, dans des jeux de rôle, pas forcément un résultat réussi ou raté. On a de la granulosité là-dedans. Il y en a certains jeux, certains systèmes vont prendre en considération la réussite et la réussite critique, ou l'échec et l'échec critique. Je dirais 4 systèmes, 4 possibilités d'évolution.
Et d'autres jeux de rôle vont même aller encore un peu plus loin. Hein. Ils vont dire une réussite majeure, une réussite critique, ou un raté, mais un raté pas si catastrophique avec un élément positif. Hein. Le fameux oui mais, oui et, non mais, non et, etc. Donc la résolution va être intéressante là à invoquer. Là où ça va être plus difficile maintenant, et vous allez voir, là on touche, à mon avis, au nœud du problème, et il a fallu attendre longtemps pour arriver au nœud du problème dans cette vidéo, c'est quand je dois faire intervenir des jets de dés en matière de sociabilité pour convaincre, voilà. Là, compliqué. Pourquoi ? Parce que on est en train de toucher à la conversation. D'accord ? Tu dois faire un jet de dés pour intimider, on va te dire de faire un jet de dés pour réussir à persuader, sauf que ça voudra dire, ok, mais alors, quid de la parole ? Est-ce qu'on met de côté le plaisir de la conversation, le plaisir d'une interaction sociale, qui est quand même ce qui nous reste, puisqu'on est assis à une table de jeu de rôle et que la plupart des combats, on va pas les résoudre en se levant de la table pour aller se mettre sur la tronche avec des épées, même si elles sont en latex. Pareil pour l'enquête, on ne va pas se lever de la table, aller fouiller la pièce pour trouver des indices. Donc, je dirais ce qui va être le plus proche d'une relation projetée jeu de rôle sur ce qu'on peut, je dirais, tout ce qu'on peut en récupérer de réalisme à une table, c'est la conversation. Quand on est dans la conversation, dans l'échange, si je joue un interrogatoire en jeu de rôle, eh bien j'ai tous les éléments quasiment de l'interrogatoire que je suis en train de raconter dans ma fiction. Nous sommes à une table, moi interrogateur, et peut-être en face le PNJ peut-être éventuellement coupable, et nous allons engager une conversation. Moi, je vais essayer tout simplement de le mettre à défaut, de le mettre à jour, hein, de lui faire avouer son crime, et lui va essayer tout simplement de résister aux éléments probants que je vais lui apporter. Je peux retranscrire ça de manière très forte à ma table de jeu rôle sans quasiment aucune perte. Alors j'aurai peut-être pas le décorum, mais j'aurai ma table, ma conversation, mes chaises, on est en face à face, tout y est, d'accord ? C'est ce pourquoi d'ailleurs, mentalement, je dirais qu'on a tendance à se dire, comme la conversation dans ces sujets-là, elle a toute sa place pour se rapprocher du réel, du réalisme de la fiction que je suis en train d'évoquer, ben on a du mal à retourner dans la simulation. Alors qu'en fait, on a tous les éléments pour jouer cette situation réellement, d'accord ? Donc, je comprends qu'on veuille s'éloigner pour autant du jet de dés. Mais la difficulté va se poser quand même. Pourquoi ? Parce que, ok, tu réussis à convaincre, tu as des arguments probants. Sauf que si tu réussis à convaincre avec des arguments probants, ça sert à quoi d'avoir mis des points dans persuasion ? Ou dans intimidation. Si finalement je dis, tu n'as qu'à le jouer véritablement à table, cette intimidation, et si moi, maître de jeu, je suis intimidé, on estimera que tu as réussi. Si moi, maître de jeu, j'estime que ce que tu as évoqué est persuasif, on va dire que tu as réussi. À ce moment-là, on tue le système, en tout cas pour cette partie-là. D'accord ? Inversement, si je dis hop, stop tes arguments, c'est le système qui va résoudre, parce qu'après tout, tu as investi des points dans ces caractéristiques que sont persuasion et intimidation. C'est bien pour les convoquer. Et puis, c'est pour rendre la réalité de ton personnage. Ton personnage a peut-être peu de points en persuasion. Sauf que toi, joueur beaucoup plus intelligent que le personnage que tu incarnes, tu vas peut-être me verser un discours qui va être beaucoup plus persuasif que ce dont est capable ton joueur. Vous voyez les problèmes qui se posent là. Qu'est-ce que je fais ? Je laisse le système s'exprimer, je laisse la narration prendre sa place, j'essaye de faire cohabiter les deux. Pas simple. Alors, et en plus, je vous dirais, exemple, si on pousse la simulation, la réflexion jusqu'au bout, on n'a jamais demandé à un joueur ayant une forte capacité en combat de dire hop, t'as un très bon score de combat, moi je m'en fiche de ton score de combat, saute sur la table et fais-moi du karaté. Montre-moi, fais-moi ton saut vrille-axel, fais-moi ton coup de pied sauté, d'accord ? Tu me le fais, voilà. Pourquoi tu me le ferais pas ? Puisque finalement, je vais te demander, quand tu veux faire de la persuasion, de le faire réellement, si tu veux faire un high kick sauté, vriller, tu vas me le faire réellement. On ne demande pas ça à nos joueurs, d'accord ? Donc finalement, vous voyez, pourquoi l'exiger dans un cas et pas dans l'autre ? Alors, je trouve que le meilleur des deux mondes là-dedans, c'est peut-être d'avoir un système dans lequel on va dire « joue ton interaction ». Ta persuasion, joue ton intimidation. Et en fonction de ce que tu auras livré comme prestation, je vais t'apporter un bonus. Ou peut-être me dire, bon, je suis pas convaincu, moi. Je vais pas t'apporter un bonus. Ça me paraît assez faible, tes arguments. Et là, peut-être considérer que ça va être plus difficile, ce jet de dés. Parce que la prestation, la conversation,
aura pas été très probante. Vous voyez? Donc je trouve que là, c'est un bon équilibre. Et si d'ailleurs, en tant que maître de jeu, on ne va pas prendre cette responsabilité entièrement, on peut tout à fait dire aux joueurs à la table, de manière collaborative, de dire, est-ce que vous avez trouvé ça convaincant? D'accord? Pour dire, bah, c'est pas moi maître de jeu qui dit que, c'est à table, on a tendance à trouver que c'était pas si convaincant que ça. Là, c'est une piste intéressante selon moi, pour aller explorer quel équilibre je vais devoir réserver à l'un et à l'autre là-dedans, pour tout simplement pouvoir faire coexister les deux. Et je vais rajouter un step supplémentaire, il en est aussi de la responsabilité des joueurs. Si vous avez choisi, vous joueurs, d'incarner un personnage qui est un petit peu bête, d'accord, un petit peu bas du front, eh bien, il faut le jouer bas du front. Donc, vous n'avez pas à, je dirais, engager de superbes démonstrations pour essayer de convaincre quelqu'un de votre non-culpabilité si votre personnage en est pas capable. Donc, il est aussi de la responsabilité des joueurs d'incarner leurs personnages tels qu'ils sont. J'ai un personnage qui n'est pas très doué pour la réflexion, qui n'est pas très doué pour la parole, qui n'est pas très doué pour la déduction, qui n'a pas de charisme, eh bien, je ne dois pas l'incarner à table. Eh oui, parce qu'un personnage, ce n'est pas la liberté totale. Contrairement à ce qu'on pense, on dit le jeu de rôle c'est la liberté. Que des mon bon. Tu n'es pas libre quand tu incarnes un personnage, parce que tu incarnes un personnage avec ses forces et ses faiblesses. D'accord? C'est facile de dire ah bah tiens, bah lui je l'aime pas, je le tue. Est-ce que ton personnage en est capable? Est-ce que moralement, ton personnage est capable de sauter cette barrière morale? Est-ce qu'il en a le courage? Est-ce qu'il en a les tripes? Est-ce qu'il a déjà un vécu qui justifie que pour lui, tuer une personne, bon, no problème. Voilà. Donc il est important aussi, je dirais, une fois qu'on a fait intervenir notre système de manière, je pense, équilibrée, de se dire aussi que dans ce qui est la persuasion, l'intimidation, etc., il est aussi de la responsabilité des joueurs que de ne pas s'emporter dans des grandes envolées quand leurs personnages n'en sont pas capables. Dernier pan que je voulais évoquer avec vous sur la place que peut prendre un système par rapport à la narration, après promis, je vous laisse tranquille, c'est lorsque le système va prendre un step supplémentaire, j'en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, et va être créateur de narration, proposer une orientation, une direction à l'histoire beaucoup plus poussée que simplement tu réussis, tu rates, etc. On va retrouver des indices de ce genre de système lorsqu'on a des jeux de rôle avec des tables aléatoires. Alors, je sais, certains meneurs sont allergiques aux tables aléatoires. Hein. Oui, la table aléatoire, c'est quand tu es en manque d'imagination, que tu sais pas trop raconter. La table aléatoire, c'est aussi un peu lâcher prise, ok, mais moi, ça n'a rien à voir avec ce que je veux raconter. Oui, mais ce que tu veux raconter, raconte-le dans un conte. Il n'y a pas de ce que tu veux raconter quand on est une table de jeu de rôle. Pour moi, il y a l'histoire qui va se raconter ensemble. Voilà, donc c'est un peu différent. Mais la table aléatoire, elle est intéressante à plus d'un titre parce que, effectivement, elle va peut-être vous faire sortir un peu un temps de votre histoire quand vous avez vraiment une histoire bien précise à raconter, vous en tant que meneur, même si je trouve que c'est pas une bonne direction. Mais même si vous êtes de ce genre de maître de jeu qui a une histoire bien précise à raconter, ça va vous en écarter pendant un petit instant, mais vous pourrez très vite y revenir, si ce n'est maintenant, en tout cas lors d'une séance prochaine. C'est pas gravissime. En plus, la table aléatoire va permettre aussi de vous positionner, vous, meneur, en tant que joueur. Parce que là, c'est un lâcher-prise. Hein. Accepter, en tant que meneur, le résultat d'une table aléatoire et puis se dire qu'on va devoir composer avec ce qu'elle a posé là devant nous. Elle nous a proposé ça. C'est comme dans les matchs d'impro. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ça. En match d'impro, on dit tout le temps oui. Hein. Quand un comédien en face de vous propose un truc, il l'a posé là, il faut jouer avec maintenant. Eh bien, la table aléatoire, elle va explorer ça. Eh bien, c'est très intéressant parce que vous, meneur, vous allez vous mettre en position de joueur aussi. Il y a plus d'un titre parce que là, vous explorez presque un peu en même temps que les joueurs et vous prenez un peu plus le rôle d'arbitre, qui est peut-être pas une position inintéressante à explorer quand on est meneur et qu'on est un petit peu trop dans le contrôle. Autre avantage aussi de la table aléatoire, c'est qu'elle va vous sortir de votre zone de confort en tant que meneur. C'est-à-dire que bien souvent, quand vous êtes meneur depuis longtemps, avec le même groupe de joueurs depuis longtemps, on se connaît tellement qu'on connaît un peu les histoires, on connaît un peu les tiroirs scénaristiques, on connaît les pirouettes du MJ. On les connaît tant et si bien que la surprise est moins au rendez-vous, et puis on a l'impression qu'il nous raconte un peu la même histoire,
aléatoire de temps en temps avec un vernis un peu différent. Eh bien, la table aléatoire, elle va vous permettre de sortir de ça. Parce que le meneur lui-même, il va aller sur un terrain qui n'était pas celui de sa zone de confort. Hein. Je jette un jet sur la table aléatoire. Que se passe-t-il? Oh, une vieille dame court en direction des personnages. Hein. Elle remonte tout le marché, elle a un chat noir dans les bras. Elle le remet, elle vous le met dans les bras et elle repart en courant. Ah, qu'est-ce que je fais avec ça? Nom d'une pipe. Ben, super, excellent. C'est souvent dans la contrainte que l'on est le plus créatif. Et souvent que se construisent les histoires parfois dont on garde le souvenir le plus impérissable. Donc il faut accepter ces tables aléatoires-là. Alors effectivement, elles ouvrent à l'improvisation, hein, mais c'est pas un gros mot, l'improvisation. N'oubliez pas que vous êtes autour d'une table avec des gens qui sont dans la bienveillance. Hein. Souvent, si vous êtes là ensemble, c'est que vous vous appréciez les uns les autres. Donc ça va bien se passer, no stress. Donc la table aléatoire, elle permet ça. Et quand j'en viens aussi à la force qu'a la table aléatoire, c'est le message inconscient, encore une fois, que ça envoie. Et je peux vous dire que des messages inconscients, on en envoie beaucoup en jeu de rôle. Quand je m'en remets à une table aléatoire, je donne une force considérable à mon univers, puisque moi, meneur, je vais me mettre en dessous de l'univers. Les joueurs ne maîtrisent pas l'univers, et moi-même, meneur, je ne suis pas omnipotent, je ne maîtrise pas l'univers. C'est l'univers qui nous dicte cette situation. Quelle force considérable vous donnez à l'univers, et du coup, vos joueurs le ressentent. Et quand on sent qu'un univers, je dirais, est véritablement interactif, et s'exprime avec cette force-là, eh bien en tant que joueur, on est captivé. Et oui, parce que ce qui fait qu'un joueur est captivé, au-delà des effets de manche du meneur, hein, on a souvent tendance à dire « Oh là là, quel beau meneur, il incarne bien ses personnages, il joue extrêmement bien, c'est un fin comédien, tout ce que vous voulez. » C'est vrai, je suis un peu ça, c'est vrai. Mais la couche supérieure à ça, et le game changer, et même qui est beaucoup plus efficace que l'effet de manche, c'est le fait que vos joueurs aient le sentiment que les réussites qu'ils accomplissent sont les leurs, pas de jet de décaché, hein. Ah, je vous ai pas sauvé la peau, c'est vous qui avez surpassé cette situation avec votre intelligence et vos jets de dés que vous avez bien agencés parce que vous êtes mis dans des situations où vous avez fait des jets de dés avantageux. Ouais, voilà, un hasard maîtrisé. Tout l'intérêt aussi de la partie de jeu de rôle. Et pour vos joueurs de se rendre compte que finalement, vous n'êtes pas omnipotent, quoi. C'est l'univers qui s'est imposé à vous. Donc quelle force considérable, là, vous donnez à votre univers. Donc voilà, là, le système, du coup, quand vous allez explorer les systèmes qui sont apporteurs de narration, on n'est plus dans quelle place je donne au système par rapport à la narration. Ma narration, elle doit pas prendre le pas là sur mon système parce que là, mon système, il m'embête un peu. Et puis moi, j'ai envie de raconter. Non, là, le système, il est ton allié. Le système, il rentre plus en collision avec la narration. Le système, il est en train justement de te donner des cacahuètes, de te donner des pistes, de te donner de la narration. Donc, lorsque le système explore ce sujet-là, il est un allié infaillible, un allié considérable de la narration, auquel voilà, je vous inviterai de vous référer. Voilà, c'est sortir un peu de sa zone de confort pour certains MJ. Moi-même, hein, j'avoue que des fois, je suis pas à l'aise d'aller convoquer la table aléatoire. Et pourtant, force est de constater que lorsqu'on le fait, c'est terriblement excitant et le résultat et les souvenirs sont là pour en manifester. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée, une belle partie, une belle matinée, une belle ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt sur la table des coups cryptiques.